and battered, I couldn't tell what I felt. I was unrecognizable to myself. I saw my reflection in a window and didn't know my own face. Oh brother, are you gonna leave me wasting away on the streets of Philadelphia? Avenue till my legs felt like stone. I heard the voices of friends vanished and gone. At night I could hear the blood in my veins, just as black and whispering as the rain on the streets of Philadelphia. Ain't no angel gonna greet me. It's just you and I, my friend. And my clothes don't fit me no more. I walk 1,000 miles just to slip this skin. The night is falling, I'm lying awake. I can feel myself fading away. So receive me, brother, with your faithless kiss. Or will we leave each other alone like this on the streets of Philadelphia? That she's back in the atmosphere with drops of Jupiter in her head. She acts like summer and walks like rain, reminds me that there's a time to change. Since the return of a stay on the moon, she listens like spring and she talks like June.
see my hands are steady. You've seen my face before. Soon you can take your last look, and they'll close the door. I stand accused before you. I have no tears to cry, and you will never break me till the day I die. A criminal mind is all I've ever known. They tried to reform me, but I'm made of cold stone. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va débuter ça. Je vais vous le répéter, je vais vous demander ce soir, s'il vous plaît, dans le chat, de faire preuve de respect, même plus qu'à l'habitude, face à la personne qui va venir en live avec nous. C'est quelqu'un qui s'est porté volontaire, qui est vraiment pas obligé de faire ça. Le but étant de vous apporter des réponses. C'est quelqu'un qui est professionnel dans le domaine. Donc, je vais vous demander, s'il vous plaît, les modérateurs, soyez intransigeants sur ceux qui viennent écrire des niaiseries. On les mute, tout simplement. Question de ne pas nuire à notre invité. Ça va être du contenu qui va être pertinent. Je pense qu'il est nécessaire. J'ai pas grand-chose à ajouter. Je vais demander, merci beaucoup pour le gun à cash, les amis. Comme d'habitude, si vous voulez faire monter la barre pour atteindre l'objectif, ça fait toujours plaisir si vous aimez ce que vous entendez. Je vais être honnête avec vous, je vais faire de mon maximum. Je suis un petit peu enrhumée, comme je vous ai dit hier. Finalement, ça s'est concrétisé. Merci pour la galaxie! Ça s'est concrétisé. Je suis un petit peu malade. La maladie ne me lâche point. Mais je vais faire mon possible pour vous animer ça au mieux de mes capacités. Donc, je demanderai à notre invité, si tu veux m'envoyer une demande, je vais pouvoir te faire monter tout simplement. Oui, exactement. Concrisser, c'est le bon terme. Très bon terme. Ah là là, que voulez-vous? J'ai l'impression que, vu que je me suis tapé une espèce de grosse maladie pendant décembre, mon système immunitaire est au stade de chat-mort. Oui, je peux t'envoyer une demande. Invité multiple, et voilà. Merci beaucoup. Oui, j'attends le petit Jésus. Pour ceux qui ont vu ma story, c'est ça. J'attends un enfant, Jésus. La demande est envoyée. J'espère que ça va fonctionner. Ça serait bien bad que ça marche pas. Merci beaucoup. Donc, un petit Jésus qui viendra bientôt nous rejoindre. Je vois pas la demande. On réessaye. C'est réessayé. Exactement ça, Eric. Exactement ça. C'était en plein ça. Bonsoir. Ça... Oui, allô, est-ce que vous m'entendez? De mon côté, tout semble bon. Je vais voir du côté des autres. Est-ce qu'on entend bien dans le chat? Oui, tout semble tigidou. Ça sera pas long, mon... Est-ce que vous m'entendez toujours? Moi, de mon côté, tout est bon.
Oui, OK. C'est ma première participation à un live. Je suis nouvelle sur TikTok, donc pardonnez-moi. Je suis techno-nouille un petit peu. Il n'y a pas de problème, tu es pardonné. S'il y a quoi que ce soit, au pire, je vais te faire signe là, si vraiment il y a un bug ou quelque chose d'important. Il n'y a pas de problème. Parfait. Ben merci beaucoup. Bien d'abord, merci Karma de me laisser prendre la parole. J'ai 30 ans d'expérience en violence conjugale. Et puis, pendant ma semaine de vacances, j'ai assisté à tout ce qui se passait en live avec Marc et Florence. Et j'ai tilté un petit peu par rapport aux propos qui étaient véhiculés et tout ça. Et j'ai envie de démystifier tout ça. Ben écoute, je te remercie premièrement de t'être offerte. Parce qu'on a beau faire des recherches, je dis on, là, mais j'ai beau faire des recherches puis aller chercher de l'information sur des sites et tout. Ça m'a vraiment fait plaisir que tu t'offres pour venir parler. On s'entend, là, tu vas garder l'anonymat pour des raisons qui, je pense, sont évidentes. Mais, ne doutez pas de la compétence de notre invité de ce soir. Je pense que c'est nécessaire. Puis je trouve ça bien d'avoir ton feedback sur ce que tu as vu. Puis je vais te laisser un peu aller. Moi, je suis là pour te poser des questions peut-être du chat si ça t'échappe un petit peu. Sinon, pour entretenir la conversation, mais tu sais, ce soir, c'est toi le grand maître. OK, parfait. Ben, c'est bien beau. D'abord, c'est important de prendre la parole, puis comme toi tu le fais, comme plusieurs l'ont fait, parce que la violence conjugale, c'est un enjeu de société. Donc, c'est pas vrai qu'il faut juste ne rien dire et ne rien faire. Donc, je vais commencer comme ça. Et puis, première des choses, on va démystifier c'est quoi une chicane de couple versus la violence conjugale, parce qu'on a tout à un moment donné pogné les nerfs, taper du poing sur la table, peut-être claquer une porte, crier des bêtises. Ça nous est tous arrivé, mais il y a une différence entre une chicane de couple puis de la violence conjugale. Dans une chicane de couple, il y a des compromis qui sont possibles. La personne, elle va rester libre de faire ses choix, puis elle ne va pas se sentir contrainte de se soumettre au désir de l'autre. Tandis que dans une relation abusive, les décisions vont être prises par un partenaire dominant qui vont devenir des règles. Puis quand elles sont enfreintes, ils vont avoir des conséquences pour la victime. Fait que c'est un petit peu ça que je vois dans ce que c'est un peu ça que j'ai vu toute la semaine que j'ai passée en vacances. Puis surtout, Marc se défend beaucoup en disant que on croit pas les policiers, que les policiers ont l'autorité, puis qu'on n'est pas des experts et tout. Mais malheureusement, quand les policiers se déplacent sur une scène, quand ils sont appelés et qu'il n'y a pas de traces physiques, on ne peut pas porter plainte pour violence conjugale. On peut porter plainte pour harcèlement, pour menace de mort, pour agression sexuelle, pour intimidation. Non, même pas pour intimidation, mais pour harcèlement. Mais pour du contrôle coercitif, on ne peut pas encore porter plainte. Donc, il y aura beau dire que les policiers ont fait leur enquête, puis qu'il n'est pas violent et tout ça, mais il reste qu'il y a beaucoup de contrôle coercitif dans ce que j'ai vu. Et ce que je démystifierai un petit peu ici, c'est quoi justement le contrôle coercitif, puis pourquoi on ne peut pas encore porter plainte? Parce que ça prend des preuves. Et quand il n'y a pas de traces physiques, c'est une toile d'araignée. Et ça commence toujours par une histoire d'amour. C'est ça qui est unanime dans tous les cas que j'ai pu accompagner. Ça commence d'abord et avant tout par une histoire d'amour. Puis il n'y a personne qui est à l'abri, peu importe ton âge, ton éducation, ton statut économique ou ton appartenance ethnoculturelle. Il n'y a personne qui est à l'abri. J'en ai vécu alors que je travaille dans le domaine. Fait que ça commence vraiment comme ça. Et ça s'installe insidieusement. C'est comme une toile d'araignée, une cage avec des barreaux invisibles. Et on voit très bien dans le cas qui nous préoccupe présentement que Florence est prise dans cette cage-là et que jamais
quand les policiers vont se déplacer, jamais elle ne va porter plainte, jamais elle va parler contre Marc-André, elle le protège. Donc, il y a une question, oui. Excuse-moi, je t'interromps là, 2 petites secondes. Il y a une Vas-y. question, puis je vais avoir ton point de vue, puis j'en comprends, t'es pas policière, mais tu fais affaire indirectement ou directement avec les policiers, étant donné ton emploi. Oui. Dans ce cas-ci, les gens se posent la question, puis je me la pose moi aussi, le fait qu'il y ait tout ça en vidéo, pourquoi, selon toi, c'est pas nécessaire pour comme déposer des plaintes ou faire le move à la place de la femme dans cette situation-là? Parce que c'est pas encore judiciarisable. On peut pas porter plainte encore pour contrôle coercitif. Le projet de loi qui a été déposé, il est rendu au Sénat, ça fait son cours, ça fait son chemin, mais c'est long parce que c'est le gouvernement fédéral qui doit tout modifier ça. Donc, ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est ça qui est grave là-dedans. C'est très, très long. Et c'est un peu pour ça là, que on ne peut pas porter plainte encore. C'est pas criminalisé, le contrôle coercitif. Fait que, ce qui fait que souvent, malheureusement, puis c'est ce qui est triste, je pense qu'on le constate, les gens qui suivent les médias, c'est que souvent, à cause de ces raisons-là, ben, ça finit en escalade, ça finit en drame, ou en violence physique. Puis c'est là que les policiers peuvent intervenir parce que, comme tu disais, il y a des preuves qu'on voit avec nos yeux, tandis que le psychologique, ça laisse des marques tout aussi importantes, mais pas mal plus, comme tu disais, comme une toile d'araignée, c'est carrément ça. Oui, c'est ça. Puis la violence psychologique, elle est pire que la violence physique. La violence physique, tu vas à l'hôpital, tu as un bras cassé. Je ne minimise pas cette violence-là, mais la violence psychologique va détruire la personne. Elle va perdre complètement son identité. Elle n'aura plus confiance en elle, plus d'estime de soi. Fait qu'elle a comme pas d'autre place que de rester là-dedans. C'est pas facile de se sortir de ce cycle-là. Ça prend beaucoup de courage et ça prend un entourage, ça prend des ressources pour s'en sortir. Parce que tu es complètement dominé, tu es sous l'emprise de cette personne-là. Puis on le sait, là je suis pas médecin, je suis pas rien, mais tu sais, ce qu'on voit, ce qu'on entend, c'est qu'il y a des maladies, il y a une dépendance schizo-affective. Donc, ça va exacerber la violence. Jamais la maladie, là, Marc dit qu'il est autiste et tout ça, jamais la maladie va excuser les comportements qu'il a, mais jamais. J'ai des enfants autistes, j'ai moi-même un trouble de santé mentale et je suis complètement responsable de mes comportements. La violence, c'est un choix de comportement pour prendre le contrôle sur une personne, pour prendre le contrôle sur une situation. Ce n'est pas une perte de contrôle. Et, soit dit en passant, il y a aussi des hommes qui en vivent, mais dans 80% des cas, c'est des femmes qui en sont victimes et c'est 100% des féminicides. Donc, il y a des hommes qui peuvent aussi en vivre et c'est important de le mentionner parce que c'est pas juste des femmes qui peuvent en vivre. J'ai une petite question là, qui est plus comme d'ordre personnel face à ce que tu as constaté pendant ta semaine de vacances. Est-ce que toi, avant ça, tu avais une idée, tu avais entendu parler ou ça t'est arrivé comme un tas de briques là, en venant sur la plateforme? Comme un tas de briques, je te dirais. Puis ça a été complètement ma semaine là-dessus. Fait que là, j'ai compris qu'il y avait eu Florence et son troll auparavant et tout. Mais là, ils ont parlé de Discord, tout ça. J'ai aucune idée c'est quoi Discord. Je ne sais pas. Puis je connais pas personne sur TikTok. Toi, je te connais pas non plus. Je sais même pas c'est quoi ton vrai nom. J'ai entendu parler de ce qui s'est passé avec ta copine. Parce que j'ai suivi tout ça. Et il y a beaucoup de manipulation. Et il faut faire attention parce que il va utiliser beaucoup de manipulation et tous ceux qui donnent encouragent
ce comportement-là parce que ça l'alimente dans son pouvoir, dans sa domination. Et c'est comme un alcoolique à qui on va offrir un verre de bière. On l'encourage, tu sais, il peut être déprimé, on lui dit tiens, prends donc une petite bière, mais on l'encourage avec ça, à rester dans ce comportement, à continuer de faire pitié, à continuer de dire qu'il faut qu'il paye ses factures, puis tout ça. Puis ce que j'ai vu, c'est que quand il fait des sous, ben il achète des Switch, puis là, c'est comme sa passion. Mais puis ce qui m'a fait tilter beaucoup, c'est tout ce qui s'est passé le samedi soir où Florence voulait aller voir des amis à Longueuil. Et où on l'a entendu dire Florence partira jamais d'ici. Puis au départ, Florence, elle avait de la lumière dans les yeux quand elle a vu qu'il y avait une possibilité de ça. Et j'ai suivi le chat des gens qui voulaient l'aider dans tout ça. Et là, tout de suite, il a vu qu'il perdait le pouvoir et tout de suite, il a mis des bâtons dans les roues. Ah ben là, il va falloir que tu ramasses 5 000 $ en cadeau. Puis il a extrapolé sur tout plein d'affaires, l'impôt, qui en donne la moitié, tout ça. Et ça finit que Florence a changé d'idée et c'était carrément non, je veux pas y aller parce que lui avait décidé ainsi. Mais au départ, elle voulait y aller. Donc, tout ça, c'est de la violence. Il n'y a pas juste la violence physique, c'est une violence psychologique, c'est une violence verbale, c'est une violence économique. Puis dans tout ça, il y a la cyberviolence aussi, toute l'humiliation qu'il lui fait subir, ses tests de grossesse en live. J'ai entendu qu'il avait en psychose, qu'il avait fait un live quand elle accouche. Moi, j'ai pas vu ces exposes-là, mais c'est ça du contrôle coercitif. Le contrôle coercitif va être utilisé en disant ben je fais ça parce que je veux la protéger. Puis c'est un peu ça qu'on voit quand elle va là, à l'épicerie, au centre d'achat. Là, il l'a en live, il regarde ses pieds, il compte les secondes, mais il fait ça pour la protéger, pour se protéger de la COVID, pour se protéger de toutes sortes d'affaires. Fait il a réussi à installer un climat de terreur, mais pour elle n'est pas terrorisée. Pour elle est en sécurité. Et c'est ce qui arrive à beaucoup de femmes victimes de violences conjugales, c'est qu'elles se sentent parfois en sécurité dans cette relation-là, car si elles quittent, elles ne savent pas où elles vont aller, qui va vouloir d'elles. Là, il y a beaucoup d'enjeux économiques, comment elle va faire pour avoir un logement, comment elle ne veut pas perdre son appartement. Elle est complètement, là, je parle en général, elles sont complètement dépendantes. Et à force de te faire dire que tu vaux rien, que tu es une maudite folle, que tu es toutes sortes de noms là, qui me viennent en tête, mais que je n'ose pas dire, ben, tu finis par le croire. Et je l'ai vu dans cette semaine-là même dire qu'elle avait une déficience intellectuelle. Il est revenu par après en disant non, là, mais c'est de l'humilier publiquement. Et tous ceux qui font des messages par rapport au physique de Florence, ça, je les dénonce parce que c'est pas comme ça qu'on va aider Florence. Florence, elle a besoin d'estime d'elle-même, elle a besoin de se faire complimenter, elle a besoin de reprendre confiance en elle. Et c'est pas en la dénigrant qu'on va réussir à faire ça. Mais justement, tu ouvres la porte à une question que j'allais te poser, parce que je l'ai vu passer dans le chat, puis on est plusieurs à se le demander. Moi, pour ma part, c'est la première fois de ma vie sur des réseaux sociaux que je vois des dynamiques comme ça qui perdurent dans le temps, qui sont exposées à nos yeux, qui fâchent les gens avec raison pour toutes les raisons que tu as nommées précédemment. Mais nous, en tant que spectateurs, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, de dénoncer comme vous le faites, c'est ce qu'il faut faire, mais il faut arrêter surtout de donner des cadeaux. Puis je vois qu'il utilise tous les stratagèmes pour en avoir. Ça va des menaces, ça va à du contrôle, ça va à faire pitié, ça va à toutes sortes de choses, mais en continuant de donner,
il est en train de montrer à Florence que ce qu'ils font, c'est correct parce qu'il est capable de se gâter, parce que c'est comme ça qu'il se récompense avec des Switch. Là, il peut lui acheter, là, ce soir, là, j'ai suivi un petit peu, là, il était pour lui commander du restaurant. La violence conjugale, c'est un cycle. Et c'est en plein ça qu'on voit tu sais, il y a un moment de tension, il y a une crise, et après ça, il y a la lune de miel. Il va toujours passer la responsabilité à la victime. Et ça, c'est pas juste dans ce cas-là. C'est dans tous les cas de violence conjugale. Il y a tout ce cycle-là qu'on voit. Et là, ce qu'on remarque sur Internet, c'est qu'il le fait même avec toutes les personnes, son public, là, qui sont là. Tu sais, il pète une coche, puis là, à un moment donné, il devient full plus gentil avec les gens, puis tu sais, c'est le cycle pour à un moment donné revenir à des tensions, un moment de crise. Et là, tout à coup, on n'est pas responsable. Là, c'est à cause de nous, il n'est jamais responsable des comportements qu'il fait. C'est à cause de l'intimidation, c'est à cause de Yann Terriot, c'est à cause d'Andrew, c'est à cause de Florence qui est venu qui est venu demander comment il allait. Il a fait un saut, puis il s'est mis à gueuler. Mais c'est pas vrai que c'est à cause des autres. Tu es responsable de tes comportements, même si tu as tous les diagnostics du monde. Mais qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cas-là? Ben, c'est juste faut pas encourager l'agresseur. Il faut éviter je vois beaucoup de comptes qui vont mettre STB, mais après ça, que je le vois par la bande, il y en a qui sont comme faux là-dedans, puis tout ça, parce que ça lui donne l'illusion qu'il est grand, qu'il est fort, que c'est comme un gourou. Tu sais, il me fait penser vraiment à un gourou dans sa façon de parler, dans sa façon de placer aussi son téléphone. Ça a un impact aussi. Et c'est ça. Fait que, on a un peu les mains liées parce que le contrôle coercitif n'est pas encore judiciarisé, malheureusement. 100%. Puis, tu sais, je le dis souvent, puis je vais le répéter ce soir encore une fois. Tu sais, moi, l'histoire d'intimidation et tout, je sais qu'il y a des gens sur la plateforme qui, envers eux, ont fait des choses comme appeler des taxis, commander de la nourriture, toutes ces choses-là, les menaces, puis je l'ai toujours dit depuis le début, ça, c'est quelque chose que je cautionne pas. Par contre, tu sais, moi, le fait que je me serve de cette dynamique-là pour en parler autant, c'est que, comme je disais précédemment, je n'ai jamais vu ça. C'est un exemple qu'on voit à tous les jours d'une dynamique qui est conflictuelle, qui ne fonctionne pas, qui n'a pas rapport avec la santé mentale, qui est vraiment de la violence conjugale, de la violence psychologique. C'est clair comme de l'eau de roche. Puis effectivement, je pense que ce qui fâche les gens, c'est qu'il y a des trolls dans tout ça, mais il y a aussi des gens qui embarquent dans ça. Puis comme tu disais, qui nourrissent ça aussi. Puis ça devient difficile de... Tu sais, là, je vais parler pour moi, mais ça devient difficile de dénoncer ça tout en étant dans l'espèce de game TikTok de l'affaire les commentaires et l'espèce de machine que l'application offre. C'est très, 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 très difficile. Puis c'est sûr que je pense que comme moi, les gens, on a une frustration de voir que c'est clair, mais tout le monde, comme tu dis, a les mains liées. Puis on sait plus quoi faire avec ça. Non, c'est ça. On sait plus quoi faire. Puis moi-même, je me suis sentie très impuissante et je me suis questionnée sur ce que je pouvais faire. Et c'est là que moi, j'ai voulu discuter avec toi parce que j'ai vu Demi Poulet, j'ai vu Béa Simoneau. Là, je m'excuse si je dis pas comme il faut les noms, là, mais qui ont dénoncé, qui ont pris leur courage à deux mains. Puis il y en a d'autres qui ont posé des questions, qui vivent des situations comme ça, puis qui sont prises là-dedans. Mais il faut garder espoir. Puis ce que je dirais à ces personnes-là, c'est documenter, garder des screenshots
de ce que vous vivez, si vous vous questionnez, si vous avez l'impression de marcher sur des œufs, c'est pas normal dans une relation de couple. Si vous avez l'impression qu'il vous surveille, qu'il vous texte, qu'il vous appelle, puis qu'il vous dit que c'est pour vous protéger parce qu'il veut savoir où vous êtes et tout ça, questionnez-vous. Puis, gardez des screenshots, envoyez ça à une amie si jamais il finit par briser votre téléphone parce que des cas, j'en ai vu un puis un autre. Il faut essayer de documenter les preuves parce que tant que le contrôle coercitif ne sera pas judiciarisé, ça va prendre des preuves concrètes et ça, c'est une façon de le faire. Et avec le cycle, arrivez à vous positionner dans ce cycle-là. Là, c'est la lune de miel. Là, c'est la phase. Là, la lune de miel, il va vouloir se racheter. Il va faire des promesses, il va changer, il va acheter des cadeaux, il va dire qu'il va aller en thérapie, c'est ça. Et là, on va le croire parce que nous, on veut qu'il change, on veut que ça s'améliore, on veut retrouver cette personne-là de qui on est amoureuse. Et on a espoir que ça revienne. On a espoir de le changer, mais ça ne changera pas. Et au fil du temps que ça va passer, la lune de miel va rapetisser et les épisodes de violence vont toujours se rapprocher jusqu'à ce qu'il y ait une violence extrême, un féminicide. Et c'est toutes les femmes qui ont été tuées, c'est des femmes qui ne se sentaient pas nécessairement en danger. Il y avait un 810. Un 810, c'est un interdit de contact. Il y a beaucoup de femmes qui avaient des interdits de contact, c'est-à-dire que l'ex-conjoint ne devait pas rentrer en contact. Puis finalement, elles ont été tuées. Il y a des témoignages de familles, de voisins qui disent mais il n'a jamais été violent. Mais non, parce que ça paraît pas. Ces gens-là portent un masque. Et ce qui est paradoxal dans le cas que l'on parle, c'est que tout ça nous apparaît quasiment 24 heures sur 24. Fait que c'est difficile de dire on n'a rien vu venir. 100%. Mais je te posais la question basée sur ton expérience parce que ta réponse m'intrigue. On a entendu souvent dans ce cas-là l'argument de s'il y avait de la violence, on serait pas en live. Ça serait quoi ta réponse à ça? Ben, il le fait pour quelque chose. Il le fait pour avoir des cadeaux. Je connaissais pas Ticlip. Je suis allée voir un peu comment il gagnait. C'est fou l'argent qu'il gagne tout en étant sur l'aide sociale. Fait que ça leur rapporte. Et on a vu un expose où il explique justement à Florence le fait que les gens, en créant une histoire, en créant un drama, en créant tout ça, les gens vont comme vouloir s'habituer puis avoir de leurs nouvelles et tout ça. Donc, ça lui sert. Lui, là, il a besoin de se faire voir. Il a besoin d'être vu. Il a besoin, même si c'est une mauvaise publicité, il se nourrit de ça. Fait que c'est à lui que ça sert. Et ça justifie. Il se justifie en disant s'il y avait de la violence, on ne serait pas en live. Fait qu'il justifie tout ça par ses lives. Ça vient le nourrir lui. Tout ce qu'il fait, c'est en fonction de lui. Puis, on a entendu Florence dire, mais pourquoi elle était dans cette relation-là? Puis ce qu'elle disait, c'était, oui, mais il prend soin de moi, il me défend, tout ça, il m'achète des cadeaux. Mais en fait, c'est Florence qui prend soin de lui, parce que si on enlève Florence de l'équation, lui est obligé de se prendre en main. Tandis que là, Florence vient combler toutes les lacunes, toutes ses peurs, puis toutes ces maladies, toutes ces phobies qu'il se trouve de nourriture, de sortie et tout ça, ça lui sert. Quand ça ne lui servira plus, il va réussir à passer par-dessus, mais là, ça lui sert. Est-ce qu'il y a... C'est quoi les bougies d'allumage qui font en sorte, généralement, que les femmes vont avoir un wake-up call, là, de se dire
OK, là, ça fonctionne pas? C'est souvent quand il y a des enfants, quand il y a quand ils s'attaquent aux enfants, les enfants sont des victimes aussi de ça et elles veulent protéger leurs enfants. Et c'est là qu'il y a le wake-up call parce qu'elles peuvent être démolies, mais elles ne vont pas laisser démolir leurs enfants. Et c'est souvent la bougie d'allumage qui va faire « OK, là, il est temps que je protège mes enfants. » Puis, elles vont faire le choix de partir et tout ça. Mais elles savent aussi, c'est important de dire que lors d'une séparation, le risque homicidaire augmente. Puis souvent, là, je ne dis pas tout ce que je dis. J'aimerais juste ça qu'on ne pense pas que tout ça, c'est Marc. Je parle de mon expérience en général. Mais une femme qui se fait dire si tu t'en vas, je vais te tuer ou je vais tuer les enfants ou je vais me suicider, ben ça fait que cette femme-là a peur de partir. Fait qu'elle reste dans cette situation-là. Mais pour protéger ses enfants, elle va finir par partir, mais elle le sait que quand elle va le faire, le risque qu'elle se fasse tuer, il augmente parce qu'elle sent cette chaleur-là. Elle sent que elle ne sait plus il est où. Tandis que là, dans la maison, ben, elle sait ce qu'il fait, elle sait il est où. Fait qu'elle est en mesure, elle se sent plus en sécurité que si elle s'en va. Fait que c'est ça qui est difficile pour ces femmes-là. On ne se sort pas. Tu sais, c'est facile de dire, ben, elle a juste à partir, mais ça ne fonctionne pas comme ça. C'est une toile d'araignée et elles se sentent plus en sécurité dans cette relation-là qu'à l'extérieur de cette relation-là. C'est pour ça qu'il y a des ressources qui existent et c'est pas seulement les maisons d'hébergement. Puis ça, il faut respecter ça. Tu sais, quand on a une amie qui vient nous voir puis qui nous dit qu'il vit des choses difficiles, puis des fois, on a envie de la prendre puis de la brasser puis de dire « Hey, sors de là, tu le vois bien qu'il n'est pas fin » puis tout ça. Mais c'est un processus qui peut être très long et puis il peut avoir entre 8 et 10 séparations avant que ce soit la bonne. Parce que la femme, il y a tout un deuil qui vient avec et elle veut vérifier, elle veut donner une chance, elle veut retrouver cet homme-là. Fait qu'elle va retourner. Et même si elle se sépare, cette violence-là se poursuit. Fait que c'est pas en mettant fin à la relation que la violence arrête. Fait que c'est ça qui devient difficile. 100%. Puis tu sais, je le mentionnais hier en introduction du live que j'ai fait. Faut pas oublier aussi que avec tout ça, c'est une peine d'amour. Puis on a tous vécu des peines d'amour. Puis ben, la tentation de retourner, l'espèce de pattern que tout le monde ici a déjà au moins vécu une fois, même s'il n'y a pas de violence dans ta relation, une séparation, c'est déjà extrêmement difficile. Fait que si on ajoute à ça le sentiment de contrôle puis de pouvoir que le partenaire a sur toi, ben ça rajoute à l'emprise, puis ça rajoute au désespoir puis à l'envie d'y retourner aussi, là. Ben, tout à fait. Puis il reste que dans cette relation, il y a les lunes de miel quand même. Fait qu'elle, elle s'accroche à ça, elle s'accroche à cette espèce de petit cadeau-là, ce petit répit-là, dire, ben c'est pas juste noir ma relation parce que parfois il est fin, parfois il est attentionné, il me fait des cadeaux. Fait que c'est ça qu'on veut retrouver, c'est ça qu'on veut avoir. Et on le sait qu'à l'extérieur, on est une moins que rien. Et Florence, elle est totalement dépendante de lui, là, sur tous les plans, même économiquement. Puis je suis certaine, et ça, j'ai essayé quelquefois de l'écrire dans son chat, mais je me fais bloquer tout le temps. Les gens, si elle mettait fin à cette relation-là, puis qu'elle quittait, il y aurait tellement de monde en arrière d'elle. Puis je pense à sa famille que j'ai jamais vue, que je sais pas c'est quoi l'histoire de la famille et de l'entourage, mais je suis certaine que la famille serait présente, qu'elle aurait des ressources, parce que c'est ce que j'ai senti quand il y a eu ce samedi-là où elle voulait aller chez des amis, tu sais, à Longueuil.
que les gens étaient prêts à se solidariser pour qu'elle puisse sortir. Mais Marc savait très bien que si elle sortait de l'appartement, les gens pouvaient lui jouer dans la tête. Et il a fait, il a carrément bloqué tout ça. Et de prime abord, j'étais dans ce live-là, fait qu'il peut même pas dire que c'est des exposes que j'ai vues. De prime abord, c'est lui dans son live qui s'était mis à pas aller bien et à dire à un moment donné à Florence, je suis pas bon, tu serais peut-être mieux si j'avais pas été dans ta vie, si on ne serait pas rencontrés, si tu voyais des amis. Et c'est là que les gens ils ont dit, ben là, il y a telle personne en live. Puis là, c'est là qu'elle a fait, ah oui, t'accepterais que j'aille voir des amis? Fait que l'idée venait de lui, mais comment? En se victimisant. Et c'est ça qui fonctionne. Il se victimise. Et c'est là que Florence prend cette responsabilité-là. On l'a vu encore aujourd'hui dans son live, il n'allait pas bien. Et Florence a voulu acheter une Switch. Puis c'est ça. Puis il a dit dans son live qu'il était en live parce que Florence, il le faisait pour Florence. Fait qu'il met toute cette responsabilité-là sur elle. Mais en même temps, c'est comme de garder le contrôle. Puis ce live-là, tu sais, le fameux samedi dont tu parles, puis dont on a été témoin pour la majorité, tu sais, moi, de mon côté, je l'ai vraiment reçu comme une tentative de tester le... Je vais le dire comme ça, là, mais de tester le contrôle. Si c'était encore lui qui était en possession à 100% de ce qui se passait, parce que ce live-là a fait réaliser beaucoup de choses à beaucoup de gens qui au départ pensaient juste que c'était des chicanes sur TikTok. J'ai reçu des tonnes et des tonnes et des tonnes de messages par rapport à ça, de gens qui ont fait « Oh boy, ok, dans un espace de 45 minutes, on a vu la loupe complète. » Puis ça, je pense que ça a allumé des lumières, peut-être pas encore suffisamment, mais tout ce que tu mentionnes, c'est carrément ça, là, c'est frustrant. C'est frustrant de constater ça à tous les jours, puis d'attendre, parce que moi, je l'ai déjà dit dans le passé, puis je vais le redire, là, ça fait un moment que j'ai pas fait le parallèle, mais j'ai l'impression pour ce cas-là qu'en ce moment, Florence est dans une cage de verre, puis on est tous autour à regarder, puis on attend de voir jusqu'où ça va aller. Oui, tout à fait. C'est en plein ça. Et la journée où ça va arriver, parce que c'est pas parce qu'il n'y a pas de violence physique qu'il n'y a pas de danger. C'est ça qui est frustrant, parce qu'il y a des femmes qui se sont fait tuer alors qu'il n'y a jamais eu de violence physique. Puis elles disaient à leurs amis, oui, mais il m'a jamais frappé, fait il me tuera pas, je suis en sécurité. Mais non, c'est pas parce qu'il n'y a pas de violence physique qu'il n'y a pas de danger. Mais on ne sait jamais comment la personne va réagir si jamais on annonce une séparation, si on décide de partir. Aussitôt que l'agresseur va sentir qu'il perd le pouvoir, le contrôle, qu'il perd la domination sur la victime, eh bien, il va vouloir la prendre encore plus. Et c'est en s'en prenant en la tuant, en tuant les enfants ou en se suicidant. Parce qu'en se suicidant, il vient de faire payer parce que cette femme-là, sa vie, elle va porter ce fardeau-là parce qu'il s'est enlevé la vie parce qu'elle est partie. Fait qu'il vient encore là de dominer sa vie même en n'étant plus là. Fait que ça va loin, ça va très loin. Et moi, je devrais pas dire ça, mais moi, j'ai quasiment hâte qu'il arrive à une violence physique pour que les policiers aient une emprise. C'est ça qui est frustrant. Et c'est ça. 100%. C'est pas qu'on a hâte qu'il arrive quelque chose, c'est juste que tout le monde est lié, tout le monde sait que c'est une bombe à retardement, ça fait longtemps que c'est nommé, puis tout le monde sait que tant que les policiers ne peuvent rien constater de visuel, de tangible, il n'y arrivera rien, tu sais. Puis ça a été souvent dit dans leur live que les gens attendaient un drame. C'est pas on attend un drame, on a peur qu'il arrive quelque chose.
on a peur qu'arrive un événement dramatique, puis cette journée-là, si ça l'a à arriver, il y a beaucoup de gens qui vont être en colère parce que c'est pas que les gens n'ont pas essayé de dénoncer, c'est juste que le système étant ce qu'il est, il n'est pas fait pour accompagner ces gens-là peut-être au meilleur que ça pourrait l'être, là. Non, c'est en plein ça. Fait que c'est tout un système à changer, c'est tout le système judiciaire. Il y a des choses qui bougent quand même. Auparavant, les policiers ne pouvaient même pas porter plainte quand ils constataient si la femme portait pas plainte. Et des femmes qui retiraient leur plainte, il y en avait des tonnes et des tonnes. Et maintenant, les policiers peuvent porter plainte s'ils constatent qu'il y a de la violence. Fait qu'il y a des avancées qui se font, mais c'est long. Et pour les victimes, si elles portent plainte, le processus, là, je pense à Béa Simoneau, je ne sais pas si elle est là, j'ai pas le temps de voir tout ça qui est là en live. Là. Si je me trompe pas, il a été emprisonné ou il y a eu des plaintes. Et le processus est tellement long, c'est fou. Donc, c'est une violence et le fardeau de la preuve repose sur la victime. C'est pas lui qui doit prouver qu'il a été correct. C'est elle qui doit prouver à quel point elle a été victime de violence conjugale. C'est pas lui. Lui, il est là, il attend. Il n'y a même pas un mot à dire. Il y a du monde qui le défend, puis il fait juste attendre, puis c'est sa première offense, une petite tape ses doigts, des fois, il n'y a même pas rien, puis ça peut aller à 2-3 offenses avant qu'il y ait quelque chose. Tu sais, le système n'est pas fait pour les victimes, mais là, on est pogné avec ça. Fait que il y a beaucoup de femmes qui ne veulent pas porter plainte. Je pense entre autres là, aux femmes immigrantes qui ont tout un processus de papier d'immigration. Elles ont peur que ça vienne jouer dans leur statut migratoire et tout. Elles ne connaissent pas leurs droits, il y a la barrière de la langue et tout. Fait qu'il y a plusieurs enjeux. Fait qu'il ne faut pas juger les personnes qui restent dans ces relations-là. Comment on peut se positionner, nous? Ben, c'est d'appeler cette personne-là peut-être une fois par semaine, dire écoute Karma, juste te dire cette semaine, je voulais juste te dire que je veux juste savoir comment ça va, puis tu sais que je suis là si jamais ça va pas. On prend position contre la violence, on ne prend pas position contre la personne parce qu'on va juste rompre les liens et c'est ce que l'agresseur veut parce qu'il veut isoler cette personne-là. Parce que si on se met à parler contre cet agresseur-là, lui, il va dire, ben tu vois bien là, que ta famille m'aime pas, fait que là, il faut que tu choisisses. Soit tu continues avec ta famille ou tes amis, ou soit c'est moi. Fait il va créer cet isolement-là autour de la personne. Je ne sais pas si Florence voyait sa famille avant, ça, je ne sais pas, mais je sais qu'il y a beaucoup d'isolement présentement de ce que je vois. Donc, il y a tout cet isolement-là. Fait que nous, quand on a un proche, ben, c'est de l'appeler une fois par semaine. Salut, comment ça va? Puis, hey, sache que si jamais ça va pas, je suis là. Mais si jamais elle se sent en danger, ben, c'est le 911 tout de suite. Et de la référer à des ressources. Je parlais des ressources tantôt. On pense tout le temps aux maisons d'hébergement, mais il y a beaucoup de femmes qui ont peur d'aller en maison d'hébergement pour toutes sortes de raisons. Pas perdre leur logement, ils ne savent pas trop c'est quoi, c'est l'inconnu, tout ça. Mais il y a les centres de femmes aussi qui existent. Les maisons d'hébergement peuvent aussi avoir des ressources en suivi externe. Fait qu'il y a moyen d'avoir du soutien. Même quand on est encore dans cette relation-là, les centres de femmes vont aider en amont, pendant et même en post-séparation. Et je suis certaine aussi que les maisons d'hébergement le font aussi. Donc, il y a des ressources. Vous pouvez contacter la ligne de SOS Violence Conjugale qui est 24 heures sur 24, 7 jours par semaine, que vous soyez une victime ou un proche pour être outillé aussi. Parce que les proches vont souvent dire « Ah, j'ai tout fait pour l'aider, mais je ne peux plus rien faire. Là, ça me tue de la voir comme ça, fait que je préfère couper les ponts. » Mais c'est la chose à ne pas faire parce qu'il gagne et il faut
garder ce lien-là, aviser cette personne-là, écoute, moi, je suis quand même inquiète pour toi, fait aie tout le temps ton cellulaire avec toi. Si jamais il y a quelque chose, tu as besoin d'aide, appelle-moi, puis on se donne un code. Par exemple, là, je dis n'importe quoi. Parle-moi de la grand-mère. Tu sais, si tu m'appelles, hey Karma, là, j'aimerais ça avoir des nouvelles de ta grand-mère. Mais toi, ça te sonne une cloche que, oh, OK, là, il faut que j'envoie la police. Tu ne te déplaces pas parce que là, tu mets ta propre sécurité en danger. Mais c'est le code pour dire, si je t'appelle, je te parle de ma grand-mère ou je te demande de me parler de ta grand-mère, je veux que tu envoies les policiers chez moi. Tu sais, c'est un code qu'on peut établir comme ça. Il y a des scénarios de protection qu'on peut faire avec les personnes et tout ça. C'est un travail qui est long. Quand on n'a plus d'estime de soi, quand on n'a plus de confiance en soi, c'est difficile de le faire. C'est pour ça que d'avoir de l'aide, une intervenante qui est qualifiée là-dedans, elle va pouvoir travailler toutes des petites choses parce que là, on le voit très bien dans Florence, avec Florence, elle ne sait plus qui elle est. On le sait qu'elle aime la mode, elle aime ça être mannequin, se faire prendre en photo, mais ce qui est ses valeurs, je suis pas certaine qu'elle les connaisse. Ce qui est de ses compétences, là, j'ai compris qu'elle avait commencé un bac en psychologie. Fait que c'est une fille hyper intelligente qui avait des rêves et il faut la rattacher à ces rêves-là. Là, elle est tombée sur la mauvaise personne et il a réussi à la rendre totalement dépendante d'elle. Et en fait, ça lui sert. Et il va lui-même dire que Florence est comme une enfant de 8 ans, mais c'est lui qui l'a rendue comme ça. Il lui parle comme une enfant de 8 ans. Il décide pour elle. Elle est incapable de prendre des décisions. C'est tout le temps comment on va. Les gens lui demandent des fois comment on va, puis là, elle demande à Marc-André, hey, j'ai Charlie dans mon chat qui me demande comment je vais, comment on va. Fait que c'est comme, dis-moi quoi dire. Fait qu'il y a toute cette autonomie-là, il faut qu'elle reprenne du pouvoir sur sa vie. Et ça se fait pas facilement. Et c'est pour ça que d'avoir des intervenantes, elle va pouvoir avoir des outils, une sensibilisation, on va pouvoir la ramener à c'est quoi qu'elle a envie pour le vrai. Et non pas juste de se contenter de cette relation-là parce qu'elle croit que c'est ça qu'elle mérite ou qu'elle ne pourra pas jamais avoir mieux. 100%. Puis ce qui est triste dans ce cas-là particulier, c'est qu'en plus de toute cette dynamique-là, il y a quand même de la santé mentale, puis de son côté, il y a de la dépendance affective, de la schizo-affective. Ça rajoute une couche par-dessus la dépendance qui s'est instaurée avec le temps aussi. Ce qui rajoute aussi au fait que les gens réagissent fortement, parce que je pense que c'est très clair... C'est très clair qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Puis, je veux qu'on parle un petit peu des lueurs d'espoir parce que j'ai reçu beaucoup de messages de gens qui me disaient, écoute, si ça, c'est sur le web, quasiment 24/7, puis il se passe rien, j'ose même pas imaginer dans les maisons où les gens sont pas en live, ça veut dire qu'il se passe rien, qu'il n'y a pas d'espoir finalement. Là. Puis, j'aimerais peut-être qu'on parle un peu de ça parce que sinon, c'est sûr que ça fait un portrait qui est assez dramatique de la situation. Hein. Oui, c'est assez dramatique, puis surtout quand je dis que le risque homicidaire augmente quand il y a une séparation, ça fait pas très je vais partir, je vais quitter cette relation-là. Mais tu sais, juste pour revenir à pourquoi elle part pas, questionnons-nous à comment l'agresseur s'y est-il pris pour l'empêcher de partir. Tu sais, repositionnons cette question-là. Et oui, il y a de l'espoir parce que des femmes qui s'en sortent, elles sont nombreuses. Là. Je pense encore à Béa Simoneau là, que je suis là maintenant. Fait que oui, ça existe. J'en ai des exemples concrets à toutes les semaines. Et il y a de l'aide financière d'urgence pour les femmes victimes de violences. Il y a la SHQ qui a différents programmes pour de l'accès au logement. On peut mettre fin maintenant à un bail quand il y a de la violence, même si on n'a pas porté plainte.
Il y a l'IVAC qui est là aussi. Et tout ça, vous pouvez avoir de l'accompagnement. Fait que, oui, ça prend du courage, mais il y a de l'espoir parce que elle respire, vous respirez encore. Fait que tant que vous respirez, vous pouvez aspirer à autre chose. Puis ça se peut. Et il faut y croire. Puis c'est le plus beau cadeau que ces femmes-là peuvent pas se faire. 100%. Je suis très d'accord. Puis, tu sais, dans la situation, tu sais, il y a beaucoup de questions dans le chat qui demandent oui, mais tu sais, dans la situation actuelle qu'on voit sur TikTok, qu'est-ce qu'on peut faire? Tu sais, je pense que la prévention, d'en parler, de dénoncer, Ouais. C'est sûr que tantôt, il y avait une question qui était intéressante, là, puis pour avoir ton point de vue là-dessus, est-ce que selon toi, le fait de faire ce qu'on fait en ce moment, oui, c'est bénéfique, tu sais, ça j'ai aucun doute là-dessus, mais est-ce qu'il peut y avoir une portion qui est négative puis qui pourrait avoir un impact sur Florence directement, ce qui ferait en sorte qu'on serait peut-être mieux de ne pas en parler? Je me suis questionnée beaucoup, tu sais, par rapport à tout ça. Tu sais, puis je me suis même dit, tu sais, par rapport à la pétition, si jamais ces comptes sont fermés, bien c'est sûr qu'il va trouver un moyen de revenir. Mais là, au moins, on voit Florence, on voit qu'elle est vivante, on voit, tu sais, qu'elle est là. Puis c'est sûr que toutes les vues, toutes les STB là, qu'on voit, ça l'alimente et ça n'aide pas Florence. Tous les cadeaux qu'on fait, ça les empêche de se prendre en main. Puis, tu sais, mais envoyer la police pour le fun ou on craint, tu sais, parce que ce que j'ai aussi entendu Marc-André dire que les policiers étaient allés là très, très souvent. D'envoyer les policiers là, ça met beaucoup de pression peut-être sur Florence. Il n'y a rien qui excuse la violence, ni la maladie, ni la consommation, ni rien. Et si jamais on voit qu'il y a un danger, il faut, oui, contacter le 911. Les policiers, c'est leur job de faire ça. Puis moi, comme personne, je me questionne à comment ça les voisins ne contactent pas les policiers quand il y a des cris, quand on l'entend crier, là, mais ça, c'est un autre débat. Puis, mais là, j'ai été un petit peu dans le chat, fait que j'ai comme perdu le fil, je me souviens pas trop de la question. Ah oui, si ça causait du trouble à Florence. Parce que oui, ça, c'est sûr que, tu sais, je l'aurais dit, les appels au loup qui valent pas la peine ou tout ce qui est tentative de juste nuire pour nuire, ça tant qu'à moi, ça nuit au processus justement de vouloir faire quelque chose. Mais tu sais, il reste que oui, les gens ont appelé souvent les policiers, mais il faut se rappeler que l'année dernière, les policiers ont été appelés par les gens en live, puis elle a finalement quitté avec un P38 pendant qu'elle était en psychose, là, justement. Ça nécessitait clairement. Fait que oui, tu sais, quand il y a des situations comme ça, moi, jamais je dirais aux gens non, appelle surtout pas parce que Marc-André va vous faire la morale. Mais c'est ça, de savoir, tu sais, est-ce que de faire de la prévention puis d'en parler comme ça, moi, c'est rendu dans l'optique de peut-être ouvrir les yeux aux gens sur cette situation-là, mais aussi suite aux témoignages que j'ai reçus depuis 2 ans de gens qui comprennent que dans leur propre relation, via les lives, via ce que je démontre qu'il y a une problématique. J'ai eu des femmes, mais j'ai eu aussi des hommes qui m'ont dit « Hey, je me suis rendu compte que je suis problématique. » Mais c'est sûr que les gens remettent en question, est-ce que de faire ça, ça n'alimente pas la rage de Marc-André de son côté? Non, je crois pas. Puis je suis d'avis qu'il faut en parler, il faut sensibiliser. Puis ce que je comprends, c'est que sur TikTok, il y a beaucoup plus de jeunes que de personnes de mon âge, mettons. Et il faut éduquer nos jeunes, autant nos jeunes filles que nos jeunes garçons, parce que ça va commencer par là. Puis des fois, c'est même au niveau primaire. Tu sais, quand on voit papa taper sur maman, puis que là, on arrive dans la cour d'école, puis une petite fille nous pile sur le pied, puis on se met à la fesser parce que c'est le comportement qu'on voit. Il faut apprendre à nos jeunes garçons à comment gérer leurs émotions, qu'il y a des comportements qui ne sont pas acceptables. Donc, oui, il faut en parler.
Et c'est pour ça que je suis montée dans ton live, parce que je trouve ça important, justement. Et ce qu'on a vu sur TikTok, il y a des choses qui n'auraient pas dû être sur TikTok, là. La psychose et tout ça, tu sais, je me dis, ça, c'est n'importe quoi, là. Mais il faut en parler. Et il faut... Puis la façon que tu le fais, Karma, c'est tout le temps avec une sensibilité, juste ton ouverture, là, tantôt, pour souligner justement ces femmes-là, les féminicides, le respect. C'est comme ça qu'il faut le faire. Et c'est pas en appuyant Marc-André qu'on va réussir à le faire. Il faut continuer de encourager Florence à se retrouver, lui dire qu'elle est belle, que tu sais, parce que quand même, elle passe une partie de sa journée, sinon toute sa journée là, en live. Puis c'est lui qui contrôle de ce que j'ai vu beaucoup. Puis oui, elle n'écoute que lui parce que elle est brainwashée totalement dans sa tête et elle le fait aussi parce qu'elle le sait que si elle ne le fait pas, ben il va pogner les nerfs. Mais ça, c'est souvent inconscient. Elle va acheter la paix. Oui, puis et on même voit dans le non-verbal souvent là, que oui. elle va prendre la décision. Tu sais, ça, c'est... Puis tu sais, moi, je le vois, tu sais, faire des grands monologues sur déconstruire tout ce que je peux amener en live. Mais tu sais, s'il y a quelque chose qui ment vraiment pas, c'est le non-verbal. C'est ton corps qui réagit, là, carrément, là. Ben, carrément. Puis Marc, c'est même pas qu'il veut avoir du débat. Aussitôt qu'il dit rouge, il faut dire rouge, sinon il bloque tout le monde. Puis c'est comme non, je veux pas de cœur blanc. Si vous mettez un cœur blanc, je vous bloque. Mais pourquoi tu veux pas de cœur blanc? Peux-tu échanger? Non, lui, c'est même pas d'échange. Vous dites comme moi, sinon vous faites pas partie de la gang. Et comment je l'ai analysé moi, les gens qui continuent d'adhérer à ça, c'est qu'il y a un besoin d'appartenance. Il y a beaucoup d'isolement, même encore en 2025, surtout derrière des écrans. Il y a le besoin d'appartenance et c'est un besoin qui est quand même important. Et là, d'avoir quelqu'un qui suscite, qui ressemble à un leader, ben, on a l'impression d'appartenir à une gang, d'avoir notre clique, d'avoir nos amis, d'avoir ces gens-là qui vont nous défendre. Fait qu'il faut travailler tout ça aussi, nous, en tant qu'individus. Tu sais, pourquoi j'adhère à ces propos-là? Pourquoi j'embarque dans ce genre de choses-là, de STB, puis sa façon de s'adresser aux gens? Tu sais, je me dis, ben, c'est pas tous des gens innocents qui adhèrent à ça, c'est qu'il y a un besoin d'appartenance. 100%, puis c'est d'ailleurs mon prochain live qui est plus informatif, là, que j'appelle l'Académie des haters, gracieuseté d'une idée de Marc-André. D'ailleurs, c'est justement ça. Je me penche sur autant les gens qui regardent et qui soutiennent de son côté, autant les gens sur TikTok qui... Tu sais, des fois, on est 800, 600 à regarder ça, puis l'espèce de... C'est comme regarder un crash d'avion, mais pourquoi on regarde ça? Je sais qu'il y a une bonne partie des gens qui veulent s'assurer que tout est correct, puis s'il arrive quelque chose, ils vont contacter le 911, mais il y a aussi une curiosité qui est clairement malsaine dans tout ça. Puis quand tu parlais des jeunes sur la plateforme, les statistiques, c'est du 16 à 24 ans généralement qui sont ici. Puis je pense que c'est justement, comme tu disais, la gang à cibler et à sensibiliser, c'est super important de le faire. Puis je m'attendais jamais à ce que mon compte devienne ce qui est devenu, mais je pense qu'avec la sensibilité, l'humour aussi, même si c'est pas un sujet qui est drôle, ça vient joindre des gens. Puis je pense que c'est super essentiel de le faire, là. Même si on n'est pas capable de sortir Florence de là, même si on aimerait ça, même si on est fâché de la situation, puis c'est normal d'être fâché de la situation, il reste qu'on voudrait pas qu'il y ait encore d'autres Florence, ne serait-ce que sur nos réseaux, déjà qu'il y en a beaucoup
dans la vie privée, là. Mais, tu sais, moi, c'est le genre de choses que sur Internet, je suis encore flabbergastée de voir que tout ça se déroule puis que ça fait son chemin depuis maintenant 2 ans. Oui, ça fait son chemin, puis je te dirais qu'avec les technologies, on voit comme, tu sais, j'ai des amis là que leur conjoint, il sait en tout temps, là, comme une géolocalisation, là, si elle va prendre un café avec une amie, il sait elle est où, tu sais, puis c'est comme normal. Il y a comme une banalisation de cette surveillance-là qui est là en 2025. Tu sais, ça, c'est un comportement, mais quand tout ça est rendu à plusieurs comportements, tu sais, qui rentre dans ton téléphone pour voir les messages, qui a tes NIP, qui sait combien tu as d'argent dans ton compte de banque, qui va contredire ce que tu fais, ce que tu as fait, ce que tu as voulu dire, te frapper tu m'as fait peur, fait que j'ai pogné les nerfs, tu n'as pas d'affaire à me faire peur de même. Tout ça, tout ça mis ensemble, c'est ça le contrôle coercitif. C'est pas, tu sais, le contrôle, Marc dit beaucoup, il n'y a pas de violence, mais le contrôle coercitif, c'est tous des petits gestes pris dans un laps de temps. C'est la répétition de tous ces comportements-là. Puis là, j'ai donné quelques exemples, tu sais, mais toute la surveillance, les menaces, la violence sexuelle, tu sais, on aura beau me dire que Florence dit qu'il peut faire tout ce qu'il veut, puis qu'elle, elle peut pas rien faire. Moi, je suis pas certaine de ça. Il y a eu un brainwashing qui s'est fait ici. Tu sais, l'humiliation, je pense qu'il lui a déjà dit qu'elle avait l'air d'une mop, qu'il fallait qu'elle bouge sur le live, l'isolement, tout ça mis ensemble, c'est ça le contrôle coercitif. Mais tous les petits gestes pris un à un, ben, ne passent pas pour de la violence. Alors que c'est mis ensemble que ça fait du contrôle coercitif. 100%. Puis il y a beaucoup de gens qui le mentionnent là, dans le chat, tu sais. L'histoire de l'ouverture d'un compte OnlyFans, ça aussi, l'impact que ça laisse sur Internet en général, mais aussi, là, on a la narrative que c'est son idée puis c'est elle qui voulait donc bien, sauf que après ça, d'entendre qu'elle a la mentalité d'un enfant de 7 ans, qu'elle serait supposément déficiente, tout ça, c'est des propos qui choquent les gens avec raison, puis de voir quelqu'un qui prend pas responsabilité puis qui ne comprend pas ou qui ne veut pas comprendre, puis ça m'amène une sous-question. Est-ce que, selon toi, c'est possible que des fois, des partenaires qui sont des agresseurs n'aient pas conscience qu'ils sont des agresseurs? Ben, ça... Là, tu m'embarques dans un sujet. Oui, en fait, ils ne sont pas responsables. C'est tout le temps à cause des autres. Et oui, il y a des ressources pour hommes qui existent. Il y a des ressources, tu sais, quand on a des problèmes, parce que Marc-André en a parlé, là, qui faisait une thérapie pour gérer ses émotions, tout ça. Tu sais, je peux pas dire qu'il est conscient qu'il est violent. Parce que, tu sais, tout est fait pour lui. Tu sais, c'est ça qu'il y a. Tu sais, il y a comme tout le temps une bonne raison, une justification pour le faire. Tu sais, là, ce qu'il dit, c'est qu'on réagit parce qu'on n'accepte pas sa différence, qu'on réagit parce qu'on est jaloux de sa dynamique de couple, qu'on réagit pour toutes sortes de raisons qui sont totalement loufoques. Mais c'est lui qui choisit d'être en live quasiment 24 heures sur 24. Tu vois, ce que j'ai vu, moi, dans ma semaine de vacances, j'avais l'impression que c'était comme une autre forme de prostitution. C'était comme, regarde, là, tu vas aller en live. Là, Florence voulait s'asseoir. C'était comme, ben là, non, faut que tu bouges. Là, faut que tu danses. Là, faut pas que tu chantes. Là, faut que tu chantes. Faut que tu mettes une musique plus grouillante. Mais lui, il passe sa journée en live. Puis, la richesse de son live, c'est sa présence. Fait que c'est là que je te dis que moi, je ne peux pas porter de diagnostic. Mais il y a un regard sur lui-même à faire. Et ce n'est pas seulement Marc-André, c'est souvent
c'est souvent récurrent dans les relations de violence conjugale où l'homme ne se voit pas comme une personne violente. Il va réagir, il va perdre le contrôle, il va se justifier, mais jamais il est violent. Je suis 100% d'accord avec toi, en tout cas, tout ce qui est... Ben, depuis le début, en fait, là, mais sur ce qui est l'exploitation, là, il n'aimera pas ça que je dise ça en live, mais je vais le dire, parce qu'on est sur le sujet, là. Mais, tu sais, moi, je l'ai déjà mentionné à des gens de mon entourage que, à mes yeux, à moi, c'était un pimp avec une connexion Wi-Fi en ce moment, là. Tu sais, il gère ça comme un Damien dans Fugueuse, mais t'enlèves l'aspect « on est dans la rue ». Puis je sais que s'il écoute ça, il sera pas content. Sauf que s'il regarde ses agissements et sa manière de gérer le show, entre guillemets, c'est carrément ça. Là. Pas le droit de pause, pas le droit de ci, pas le droit de ça. Puis si tu fais bien ta job, tu as une petite récompense. Ça aussi, c'est oui. quelque chose. Puis l'autre fois, c'est lui qui lui donnait ses patates, là. Tu sais, elle pouvait même pas manger tout ça. C'est lui qui a nourri ça avec la cuillère. Tu sais, fait que c'est là où je te dis, c'est pas sain. C'est pas sain. Mais pour ça, on peut comme pas faire grand-chose parce que même si on se mobilise, même si on contacte les policiers, puis elle a dit oui, mais c'est moi qui veux ça parce que moi, je suis une soumise, je suis une dépendante, tout ça. Tu sais, il pourrait très bien, si les deux acceptaient de faire une démarche, la relation pourrait être travaillée, tu sais, chacun de leur côté, mais continuer cette relation-là d'une façon plus saine. Tu sais, Marc pourrait travailler ses comportements, Florence pourrait travailler aussi sur elle-même, puis il y aurait moyen de faire une relation peut-être plus saine. Mais là, c'est leur dynamique qui est comme ça, puis les deux sont OK avec ça, mais je suis sûre que si on fait un cheminement avec Florence, elle va réaliser que cette relation-là, elle est pas saine, puis qu'elle est pas bien, mais on ne peut pas le faire pour elle présentement. 100%. C'est ça le problème. Il y a quelqu'un qui pose une question dans le chat. C'est quoi les signes physiques d'une femme qui va subir de la violence psychologique? Ah, quelle bonne question. Il y a les signes physiques. Attends une seconde. J'avais fait quelque chose ici. Il y a 7 indices de violence. C'est pas nécessairement des signes physiques. Les signes physiques, c'est sûr que tout ce qui est les marques, le maquillage là, qui va servir souvent de camouflage, les manches longues en été. Les conjoints vont souvent frapper la tête parce que c'est plus difficile de voir les traces. Les étranglements, ça peut être plus difficile. Tu sais, avant que ça laisse une marque visible, ça peut être plus long qu'on pense, mais il peut y avoir d'étranglement, mais ça ne sera pas nécessairement visible. Mais il y a 7 indices de violence. C'est au niveau de l'intention, comme on parlait tantôt, là, faire la différence entre une chicane de couple versus de la violence. La répétition, donc tout ce qui est répétitif, puis là, on peut s'identifier dans le cycle. Tu sais, on voit les tensions, on voit la crise, on voit les justifications, on voit la lune de miel, puis là, ça recommence. Il y a un gain, c'est-à-dire que la personne, elle a le contrôle et c'est elle qui décide, il y a un gain. Il n'y a pas de geste de réparation, puis ça, on le voit beaucoup là, dans cette relation-là. Il n'y a pas de réparation. À part dans la phase de la lune de miel, là, il va y avoir un petit cadeau, mais il n'y a souvent pas d'excuses parce que la façon qu'il s'exprimait, c'était correct, c'était justifié pour X raisons, fait qu'il n'y a pas de réparation, il n'y a pas de changement, il n'y a aucune empathie, on n'a pas d'empathie. Il n'y a pas d'empathie pour ce qu'il vient de faire, puis il ne prend aucune responsabilité. Donc, c'est ça, c'est jamais de sa faute. C'est souvent, elle savait que j'arrivais tard, puis mon souper n'était pas prête, fait qu'elle m'a fait pogner les nerfs, ou elle sait que j'aime pas ça quand les enfants crient, fait qu'elle n'a pas fait sa job comme il faut, fait qu'il n'a aucune responsabilité dans le fait qu'il a été violent.
Fait que ça, ce serait les 7 indices là, pour dire qu'il y a de la violence. Puis c'est sûr que tout l'isolement, tu sais, on l'invite parfois à venir prendre un café ou à venir à une fête de famille. Puis là, il y a tout le temps des raisons. Ah, ben non, là, j'ai mal au ventre. Ou tu sais, elle va commencer à éviter les sorties, à moins voir ses amis. Il va avoir un isolement. Plus d'absence aussi au niveau du travail. Elle ne va pas rentrer travailler pour toutes sortes de raisons. Il y en a même qui vont perdre leur job à cause de ça. C'est plusieurs indices qu'ils peuvent avoir, mais c'est difficile. C'est comme le contrôle coercitif, c'est difficile, c'est invisible. On le voit pas. C'est ça qui devient plus difficile. Mais tu sais, quand on voit l'intention, la répétition, tout le cycle, le gain, qu'il n'y a pas de réparation, qu'il n'y a pas de changement, qu'il n'y a pas d'empathie, puis qu'il n'y a pas de responsabilité, là, on peut dire, écoute, je pense que tu vis quelque chose qui n'est pas sain. Je suis pas d'accord à comment il se comporte avec toi. Puis sur le site de SOS Violence Conjugale, il y a un texte sur des phrases à dire à une amie si jamais cette amie-là nous dévoile des choses. Il y a plein d'outils sur le site de SOS Violence Conjugale, puis sur différents autres sites, le nôtre aussi. Mais je veux rester anonyme parce que on reçoit beaucoup de demandes et là, on n'est pas en mesure on traite les urgences, mais c'est pour ça que je vous réfère plus aux ressources autour. Et il y a aussi que je ne veux pas faire appeler toute la gang. Je ne veux pas que mon équipe de travail subisse les contre-coups de mon choix de prendre la parole avec toi ce soir. Fait que c'est pour ça que j'aurais aimé ça donner... J'aurais aimé ça donner ma référence et tout. Tu sais, peut-être que les gens peuvent m'écrire en privé. Je peux peut-être outiller comme ça où ils peuvent entrer en contact avec toi. Mais c'est ça. Tu fais très très bien parce que justement, là, nous, on est en train de gérer un dossier par rapport à ça pour un peu le même type d'histoire où j'ai osé mentionner intervenante, puis là, ça a fait effet boule de neige. Fait que c'est très correct que tu restes anonyme. Puis de toute façon, avec tout ce que tu nous as livré, je pense que l'expérience s'entend, c'est très très clair. Là. Ben merci. Puis merci à tous ceux qui prennent la parole, tous ceux qui dénoncent, parce que j'en ai vu des écrits en disant dans les chats qui disaient ben ça nous regarde pas, mais c'est complètement faux. Ça nous regarde. La violence conjugale, c'est un enjeu de société. Les jeunes vivent aussi des relations parce que la violence dans les relations intimes existe. Puis aussi, ce que je dirais, c'est ne pas mélanger la violence réactive à de la violence conjugale. Parce qu'on va souvent entendre, oui, mais elle aussi est violente ou c'est elle qui est violente, alors qu'il peut y avoir tout simplement une forme de violence réactive chez la femme. C'est là où ça amène souvent des plaintes croisées là, au niveau des policiers, mais ça, c'est un autre. Mais tu sais, c'est important de le savoir. Souvent, on va dire, oui, mais c'est elle qui n'arrête pas de crier, mais il faut faire la distinction entre la violence et la violence réactive. 100%. Puis, écoute, je te remercie énormément d'être venu ce soir puis de t'être proposé pour transmettre tout ça. Je souhaite vraiment que le système facilite les démarches, autant pour vous, pour votre travail, parce que c'est ma conjointe qui a été dans ce domaine-là pendant un petit bout. Je sais que la charge de travail puis les tiraillements intérieurs que vous pouvez avoir, parce que vous avez vous aussi un peu les mains liées, reste que vous pouvez pas faire de miracle. Autant pour vous que les gens qui sont dans le chat ou qui sont dans des relations comme ça, que Christy, quand tu fais un pas en avant qui a été difficile à faire, ben que le système t'épaule puis que tu sois pas en reconstruction, en plus dans le processus de prouver que tu as vécu de la violence, là, c'est un gros fardeau pour les femmes et les hommes aussi qui veulent se sortir de ça. Là. Bien, tout à fait. Puis, pour terminer, ce que je dirais, c'est éviter toutes
les menaces que vous pouvez faire à Marc, tu sais, qu'il aille se pendre, voir s'il y a de la corde au Rona, parce que ça, je les ai vus aussi dans les chats. Ça, c'est, pour moi, ça n'a pas sa place. Puis ça va juste l'aider à se victimiser encore plus et il ne se prendra pas en charge lui-même parce que vous devenez maintenant les agresseurs. Alors, il ne faut pas embarquer dans cette escalade-là. 100%. 100%. Puis je fais même du pouce là-dessus. Dites-vous que quand vous faites ça, vous venez miner la crédibilité des démarches qui peuvent être faites hors TikTok. On ne sait pas ce que la famille peut faire de leur côté. Tu sais, moi, je l'ai déjà dit, j'ai eu quelques contacts avec des membres de la famille. C'est pas des gens qui sont assis les bras croisés en se disant « Ah ben, gardons ça, c'est bien plate ». Dites-vous que si vous, ça vous touche, puis c'est des gens que vous ne côtoyez pas dans la vie de tous les jours, puis que c'est pas des membres de votre famille, si c'était votre fille, si c'était même votre fils qui était exposé comme ça sur les réseaux, dites-vous que ça vous brasserait quelque chose à l'intérieur, vous aussi, là. Bien, tout à fait. Puis il y a des ressources, autant pour elle que pour lui. 100%. OK? Faut juste qu'ils veuillent s'aider. C'est ça le gap. Oui, en effet. Écoute, ben, je te remercie encore énormément. Puis à tout le monde dans le chat, ben, je vous remercie d'avoir été là, d'avoir participé. Merci. On a été une belle gang pour un mardi soir. Puis s'il y a quoi que ce soit, ben, les gens, j'imagine, peuvent t'envoyer un message via ce compte-là. Juste prendre en compte la gang que, par expérience, c'est sûr que si vous êtes 150, envoyer des messages, peut-être être doux dans le temps de réponse, parce que des fois, ça prend beaucoup de temps. Oui, surtout que je connais pas très TikTok, fait que... En plus, fait qu'on va donner une chance aux coureurs. Oui, tout à fait. Bien, merci à tous, puis à toutes celles qui se questionnent par rapport à leur relation. Regardez ça, analysez ça, puis il y a de l'espoir, ça prend parfois juste un petit coup de pouce. Allez chercher ce petit coup de pouce-là chez une personne en qui vous avez confiance. Allez voir les ressources, puis c'est possible de s'en sortir. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Attends, là, je pense que c'est moi qu'il va falloir qu'il te déconnecte. Moi, je sais pas comment. Donc, la gang, je vous remercie pour une deuxième fois d'avoir été là. Je sais que les mardis soirs, c'est peut-être pas le jour le plus achalandé sur TikTok, mais je pense que c'était un live qui était nécessaire. C'était nécessaire. J'ajouterai rien à ça. Ça vous donne des pistes. Je suis très, très, très contente que cette dame-là soit venue en live ce soir. C'est des conseils qui sont précieux. C'est des discours c'est un échange qui est précieux à avoir. Je pense que la plateforme doit avoir des échanges comme ça de manière plus régulière. Ça vous donne des bonnes pistes pour aider les autres, pour vous aider vous-même. La violence conjugale, ça a été mentionné, c'est quelque chose qui touche tout le monde. Ça touche peut-être votre fille dans le futur, votre fils, on ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve, une future relation. C'est important de savoir les signes, c'est important de savoir flaguer les situations toxiques autour de nous, puis d'être capable de réagir de la bonne manière pour essayer de pousser ça vers un avenir meilleur. C'était mon speech de Carmala. Donc là-dessus, tu dois faire une vidéo de son intervention. J'imagine que Canola va l'avoir pour ceux qui auraient manqué ça. D'après moi, Canola va être là. Je vais confirmer avec eux, mais j'imagine que ça devrait être disponible en rediffusion. Là-dessus, écoutez, je vous laisse pour la soirée. Je vais aller me reposer, question de ne pas avoir un rhume encore pire demain matin. Soyez intelligents si vous allez dans certains lives où il y a des choses qui brassent. Gardez votre esprit critique, gardez en tête tout ce qui a été dit ce soir. Je pense que vous êtes intelligent, vous êtes intelligente, vous êtes capable de vous faire votre propre opinion sur tout ce qui se déroule en ce moment. Puis nous autres, on se redonne un prochain rendez-vous très bientôt, justement, pour le live par rapport à pourquoi on consomme ça, qui sont les gens qui encouragent ça. Je voulais faire le live plus rapidement, mais ça demande quand même plus de recherche. Je veux faire quelque chose qui est complet. Donc, là-dessus, on se donne rendez-vous peut-être au courant de la semaine prochaine.
Je vous souhaite une excellente fin de journée et à très bientôt!